podcast Binge Audio. En France, quand on subit des violences sexuelles, alerter les autorités n'est pas du tout une priorité. Seulement 10% des victimes de viol portent plainte. Comment ça se fait ? On peut parler du poids de la honte, du choc du trauma qui enfouit ce qu'elles ont subi dans les limbes de l'amnésie traumatique. On peut parler de l'emprise ou des menaces de représailles de certains agresseurs. Il y a tout ça bien sûr, mais si les victimes ne déposent pas plainte, on peut imaginer que c'est surtout parce qu'elles n'ont pas confiance en la police et la justice. Car bien trop souvent, cette procédure est un véritable calvaire. Et dans l'écrasante majorité des cas, l'issue est très décevante. Une plainte pour viol sur 10 aboutit à une condamnation. À ce niveau, le procès Mazan fait exception. Les 51 hommes mis en cause ont été condamnés en première instance. Un deuxième procès en appel aura lieu à l'automne 2025, mais Gisèle Pelicot a déclaré être satisfaite des décisions de la Cour. Pourtant, dans ce dossier, les dysfonctionnements ont jalonné la procédure, de l'enquête au procès. Le tout assorti d'un traitement parfois maladroit, voire indigne de la victime. En ça, ce dossier est à l'image d'une justice qui peine à traiter correctement les affaires de violences sexuelles. Après Mazan, une série documentaire de Naomi Titi dans Les couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Épisode 3, Justice complice. Dans l'épisode précédent, on a essayé de saisir l'origine des actes de Dominique Pelicot et de ses 50 co-accusés. On a vu combien on peine collectivement à sortir du déni face à la réalité des violences sexuelles. Dans cet épisode, toujours en partant de l'affaire Mazan, on va décortiquer tout ce qui ne va pas dans la façon dont on enquête et dont on juge les plaintes pour viol. On va comprendre pourquoi ça pèche et quelles conséquences ça a sur les plaignantes et sur les accusés. Premier problème, l'accueil des victimes par les policiers ou les gendarmes. Alors qu'il faut un courage et une force incommensurables pour arriver jusque-là, beaucoup se retrouvent face à des agents mal formés qui les dissuadent, voire qui refusent de prendre leur plainte, alors que c'est illégal. Que ce soit au moment où elles sont prises en charge ou lors du procès verbal, elles se heurtent à des remarques culpabilisantes, des questions abruptes, voire à des propos ouvertement sexistes. Écoutez, revenez lundi, là moi j'ai personne pour vous recevoir. Je note, mais les violences seront pas prises en compte. Pourquoi vous n'avez pas essayé de crier ? Pourquoi vous vous êtes pas débattu ? Elle n'a pas de sens la plainte en fait. Comment étiez-vous habillé ? Pantalon, jupe ? Vous pourriez gâcher la vie de cet homme. Il n'existe pas de statistiques académiques pour chiffrer ça, mais pour avoir un bon aperçu du problème, il suffit d'explorer les témoignages postés sous le hashtag Double Peine, lancé en 2021 par l'activiste féministe Anna Toumazov. Ces dernières années, de nouvelles formations sur les violences sexistes et sexuelles se sont développées pour améliorer les pratiques au niveau de l'accueil et de l'audition des victimes. Fabienne Boulard est l'une de ces formatrices. Elle est majeure de police, responsable de la délégation départementale d'aide aux victimes pour la police des Yvelines. Quand je lui demande combien de policiers et gendarmes sont formés sur les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui en France, voici ce qu'elle me répond. Aujourd'hui en France, tous les policiers sont formés sur les violences sexuelles. Pourquoi je suis sûre de mon chiffre ? C'est parce qu'il y a plusieurs cas. Il y a la formation initiale et la formation continue. En formation initiale, aujourd'hui, tous nos policiers sont formés. Tous les policiers sortent d'école en ayant une formation sur les violences sexuelles. Maintenant, il y a ceux qui sont en poste, comme moi, les vieux, qui sont en poste depuis longtemps, où il y a des formations continues qui sont obligatoires. Alors, on a les formations distancielles, qui sont, elles, obligatoires, et on a les formations présentielles qui, en fonction des départements, en fonction des besoins, en fonction des affectations des fonctionnaires, sont plus ou moins obligatoires. Alors, il y a plusieurs modules.
Il y a des modules propres aux violences conjugales, par exemple. Il y a des modules violences sexuelles et sexistes. Il y en a qui sont vraiment pour ceux qui sont affectés dans ces services spécialisés, auxquels le tout venant n'a pas forcément accès. Dans chaque commissariat, on a un groupe ou une brigade de protection des familles, et c'est eux qui ont en charge aussi les violences sexuelles et sexistes. C'est une formation qui est sur 3 jours de mémoire. Alors, je vous parlais de notre exemple des Yvelines. On l'a fait en collaboration avec l'association Women Safe and Children. Et donc, on fait 50-50. On se partage la journée. La demi-journée, c'est moi, avec les procédures, ce qu'ils doivent faire, pas faire, les rappels, etc. Vraiment pour que, tout simplement, elles ne soient pas casser ces procédures, elles aillent au bout. Parce que le but, c'est quoi ? C'est qu'il n'y ait pas un classement sans suite à la fin. Et l'autre partie de la journée, c'est une psychologue de l'association, donc qui a sa légitimité de psychologue. Alors, la grande nouveauté par rapport à mon époque, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on apprend à considérer la victime dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a vécu et dans les conséquences de ce qu'elle a vécu. Il faut qu'on comprenne pourquoi la victime, elle ne réagit pas, comment on imaginerait qu'elle devrait réagir. Pour vous donner un exemple, il y a 30 ans, une victime qui nous déclare un viol, mais qui ne se souvient pas du jour, qui ne se souvient pas... On disait, elle ment, quoi, parce qu'on n'était pas formé, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait que plus elle est confuse, plus ça veut dire qu'elle a vécu un traumatisme important. Ça lève le voile sur plein de choses qu'on ne comprenait pas, notamment la sidération et la dissociation, parce qu'avant on se disait, si elle ne s'est pas débattue, c'est qu'elle était d'accord. Aujourd'hui, on sait que non, c'est pas ça. Donc du coup, on va aller chercher ce que l'auteur a mis en place comme action, comme intimidation, pour qu'elle ne puisse pas réagir. Donc on va avoir ce qu'on évitait peut-être d'avoir à un moment, c'est-à-dire les 2 mots qu'on avait un peu mis de côté, qui sont l'empathie et la bienveillance. Les propos que je vous tiens aujourd'hui, je ne les aurais pas tenus en début de carrière. C'était une de mes premières surprises il y a 35 ans, quand je suis arrivée en commissariat, de me dire, mais pourquoi on intervient autant chez les gens pour leurs problèmes de couple ? On n'était pas préparé à ça, on n'était pas formé pour ça. Aujourd'hui, on sait que ça va être la majorité des interventions, ça va être énormément de plaintes. Mais alors, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours... Voilà, ça, je ne vais pas vous mentir en vous disant que l'accueil sera à 100%, mais il devrait l'être. On tend vers ça. Sauf qu'il y a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle la plateforme numérique d'accompagnement des victimes, sur laquelle tout le monde peut se connecter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous passez par le site Arrêtons les violences, signalez une violence en ligne. Et là, vous êtes en contact avec un policier qui est extrêmement bien formé, qui va prendre le temps, puisque la moyenne des chats, si je ne dis pas de bêtises, est d'1 heure, qui va prendre le temps et qui va pouvoir faire un signalement, une fois que la victime a levé son anonymat, et est d'accord pour faire un signalement, on va faire un signalement au commissariat territorialement compétent, qui va rappeler cette victime et lui donner un rendez-vous. Et là, la personne va arriver au commissariat en disant « j'ai rendez-vous à telle heure avec monsieur ou madame un tel ». Elle n'a pas besoin de raconter son histoire à l'accueil. Moi, je leur explique, mais nous, on rentre dans un commissariat, c'est notre vie. Enfin, je veux dire, on n'a pas de stress. Une victime qui passe la porte d'un commissariat ou qui se connecte sur la plateforme, ça lui demande un effort, un courage incroyable. Donc, il faut déjà saluer ce courage et puis après, l'accompagner tout au long de la procédure. J'ai envie de croire Fabienne Boulard quand elle me dit que les choses bougent. Mais combien de policiers suivent cette formation en présentiel ? Elle n'a pas pu me répondre. Les seuls chiffres que j'ai pu obtenir auprès du service de communication concernent la formation en ligne. 3 762 agents en ont bénéficié en 2024 sur plus de 150 000 policiers. Et pour la formation en présentiel autour de l'accueil et l'assistance des victimes de violences conjugales, cette fois-ci, 125 en ont bénéficié en 2024. 125. Ce que les plaignantes disent, c'est que c'est un peu la loterie. Selon le commissariat, la personne qui les prend en charge, le temps et les moyens qu'on alloue à leur dossier, elles peuvent être traitées avec beaucoup de respect et les investigations poursuivies avec soin, ou bien elles peuvent voir leur récit balayé. Ces disparités de traitement, on les retrouve dans l'affaire Mazan, dans la façon dont sont menées les enquêtes. Dominique Pellicot, il est mis en examen dans 2 autres affaires. Juliette Campion, journaliste police-justice à franceinfo.fr.
le viol et le meurtre de Sophie Narme en 91, donc une agent immobilière. Ça, c'était en région parisienne. Et une tentative de viol en 1999 d'une jeune femme que l'on appelle Marion dans les médias, c'est son pseudo, qui a miraculeusement réussi à lui échapper. Et donc là, pour le coup, son ADN a été retrouvé sous une chaussure de la victime et il a partiellement reconnu les faits. Et donc voilà, ça c'est la cellule Cold Case de Nanterre qui s'occupe d'enquêter sur ces affaires-là et qui continue quand même d'enquêter sur d'autres affaires non résolues avec des procédés qui pourraient être similaires à celui-ci, c'est-à-dire un homme qui s'en prend à des femmes par surprise et en utilisant de l'éther pour tenter de les endormir. Il y a ce procédé-là, en tout cas dans les 2 affaires dans lesquelles il est mis en examen. Donc Dominique Pellicot n'a pas seulement agi sur Gisèle Pellicot, mais malheureusement peut-être sur d'autres victimes. En tout cas, il est encore présumé innocent à cette heure dans ces 2 dossiers-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les preuves scientifiques retrouvées sur la scène de crime du viol et du meurtre de Sophie Narme en 91 ont été mal exploitées. L'ADN du criminel a été perdu pendant le transfert au centre d'analyse. Et en 2010, 10 ans avant que le dossier Mazan ne s'ouvre, Dominique Pellicot a été interpellé une première fois, déjà pour avoir filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché en Seine-et-Marne. Cette fois-ci, son ADN a bien été versé au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Mais la lettre du labo qui aurait permis de relier ce délit à la tentative de viol sur Marion en 1999 a été perdue. On ne peut pas réécrire le passé, mais sans tous ces dysfonctionnements, Dominique Pellicot n'aurait peut-être pas échappé à la justice aussi longtemps. Peut-être que Gisèle Pellicot aurait pu être épargnée. Caroline Darian, la fille de Dominique et Gisèle Pellicot, est particulièrement sensible à tous ces manquements, car elle considère en avoir fait les frais. Aucune analyse toxicologique ne lui a été proposée le jour où la police lui a montré les photos d'elle retrouvées sur l'ordinateur de son père. La juge d'instruction Gwenola Journeau lui a confié qu'elle était l'inachevée de son instruction, par manque de temps. Dans son 2e livre, Pour que l'on se souvienne, paru en mars 2025, juste avant qu'elle dépose plainte contre son père, Caroline Darian explique qu'elle est le visage de la majorité des victimes, celles qui pâtissent le plus de tous ces dysfonctionnements. Elle en parlait le 8 mars 2025 sur le plateau de l'émission Quelle époque ? Moi, je représente 95, voire 99% des victimes qui sont invisibilisées aujourd'hui et qui n'ont pas la chance qu'avait ma mère dans cette cour d'avoir toutes les preuves sur la table pour pouvoir prétendre à son statut de victime. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques menée sur la période de 2012 à 2021, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. La majorité au motif d'infractions insuffisamment caractérisées. Ces classements sans suite sont prononcés à l'issue de la toute première étape après le dépôt de plainte, celle de l'enquête préliminaire, où le parquet doit déterminer s'il y a assez d'éléments pour constituer un dossier solide. Dans son livre « Faute de preuves », Enquête sur la justice face à MeToo, la journaliste de Mediapart Marine Turki explique que le parquet ne se donne pas toujours les moyens pour constituer le faisceau d'indices qui permettrait de passer ce premier filtre des plaintes. Pour mener les investigations, il peut y avoir des auditions de la plaignante, des personnes à qui elle a pu se confier, et aussi de la personne qu'elle accuse. Il peut y avoir des expertises médico-judiciaires et psychologiques, des recherches sur les antécédents judiciaires de chacun, des collectes d'informations techniques, vidéosurveillance, recherche dans le matériel informatique. Mais pour faire des enquêtes aussi poussées, il faut du temps et des moyens. Or, les services spécialisés dans ces affaires en ont beaucoup trop peu et doivent trier entre les dossiers où il y a le plus de chances de trouver quelque chose et ceux qui sont plus complexes. Ajoutez à cela, beaucoup de plaignantes racontent qu'elles ne sont peu ou pas prévenues des avancées de l'enquête qui s'étirent sur des mois, voire sur des années.
Et puis, du jour au lendemain, sans nouvelles depuis le dépôt de plainte, elles découvrent que l'homme qu'elles accusent ne sera pas poursuivi. Gisèle Pelicot fait partie des rares à avoir vu sa plainte aboutir à un procès. Entre la découverte des faits et l'ouverture des audiences, 4 ans ont passé. Pour elle et ses proches, c'est interminable. Et encore, c'est en dessous des délais moyens que le Fonds de garantie des victimes évalue à 7 ans. Et surtout, 4 ans, c'est peu pour une affaire d'une telle envergure. C'est un procès qui est d'une ampleur incroyable, puisqu'on est 51 hommes accusés. Marjolaine Vignola est avocate au barreau de Paris. Elle défend majoritairement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce qui m'a frappée, c'est un sentiment d'inadaptation ou de manque de prévision et d'anticipation de la part de l'institution judiciaire sur l'ampleur du procès. Il a été décidé que ce serait dans la salle de la cour d'assises du tribunal d'Avignon, qui est, au vu de l'ampleur du dossier, sous-dimensionné. C'est un peu l'impression qu'ils n'avaient pas anticipé, qu'ils n'avaient pas préparé le fait qu'il y ait des médias. Et comme s'ils découvraient que il y avait quand même 51 personnes accusées, leurs avocats, éventuellement, on peut être plusieurs avocats à défendre une seule personne, et que même s'il n'y avait pas eu les médias, Gisèle Pelicot se retrouvait dans une salle d'audience sous-dimensionnée, au milieu des hommes qu'elle accuse. Pour pallier ce déséquilibre, en plus de ses avocats, Gisèle Pelicot était accompagnée par des membres de l'association France Victimes. Le collectif féministe contre le viol, créé il y a 40 ans, propose aussi ce type d'accompagnement. Sa présidente, Emmanuelle Piette, est médecin. Alors d'abord, quand on accompagne des victimes, on n'accompagne que les victimes qui nous l'ont demandé. Et pas toutes, parce qu'on n'a pas les moyens humains pour faire ça. On accompagne les gens qui sont très seuls, les gens pour lesquels on a un peu l'impression que ça va être le pot de terre contre le pot de fer. Si tu es toute seule dans un procès, c'est la plupart du temps, parce que les violeurs, ça a eu une stratégie qui est pratiquement toujours la même, mais qui commence par isoler les victimes. Donc quand tu es tout à fait isolé, que ce violeur-là est un notable très connu et que là tu as besoin d'aide. D'abord parce que quand tu es dans un procès toute seule, et même pour aller aux toilettes, alors que l'agresseur est en liberté, puisqu'il est encore présumé innocent, et il peut te rencontrer, te faire peur, etc. Donc d'abord un accompagnement physique, de base. Et puis aussi, quand on est dans un procès toute seule, avec son avocat qui est dans ses dossiers et qui a beaucoup à faire, t'es pas tout le temps en capacité d'entendre ce qui se dit, que t'aies des oreilles en plus, c'est bien. Et puis juste sur le plan physique, nous on sait bien que les tribunaux, c'est pas confortable et que c'est pas humain tellement. Donc je dirais les coussins, les bonbons, les mouchoirs, c'est bien. Ça c'est la base. On peut faire un accompagnement juste physique comme ça. On peut faire un accompagnement sécurité, parce que dans un certain nombre de procès, en particulier quand il y a beaucoup d'agresseurs et que les agresseurs ont beaucoup de potes, et que toi, tu es toute seule dans ton petit tribunal, c'est dangereux. Et nous, on a eu aussi des accompagnements où on a dû faire appel à une boîte de sécurité pour nous aider, parce que la police n'était pas capable d'aider ni la victime, ni ses accompagnantes. Les procès peuvent être dangereux pour les victimes, donc on les protège. Les associations et les collectifs de soutien des victimes comblent les lacunes des institutions d'État. Elles fonctionnent grâce à des dons, du mécénat, et surtout grâce à des subventions publiques. Si ces subventions de l'État ont augmenté pour quelques assos ces dernières années, elles sont très loin d'être suffisantes pour répondre aux besoins. Avec la déferlante du mouvement MeToo, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a explosé et la demande de soutien n'a jamais été aussi forte. Pourtant, aujourd'hui, la plupart de ces structures et le monde associatif dans son ensemble sont proches de l'agonie. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui cherchent du soutien pour obtenir justice ? Au procès Mazan,
Beaucoup ont salué la bonne volonté des magistrates et magistrats de la Cour criminelle, présidée par Roger Arata. Mais pour les personnes que j'ai interviewées, la gestion des débats a parfois été un peu chaotique. Par exemple, au début du procès, Roger Arata avait commencé par restreindre la diffusion des photos et des vidéos des viols. Considérant que ces images sont violentes et indécentes, cela se fera en présence des seules parties au procès et de la Cour. Alors que ces éléments constituent des pièces essentielles du dossier et que cette restriction allait contre la volonté de Gisèle Pelicot qui, je le rappelle, s'est fermement opposée au huis clos. Après des débats houleux entre les avocats, les journalistes et la Cour, la diffusion des vidéos a finalement été ouverte au public et à la presse. Ce n'est que visionné dans leur masse et seulement dans leur masse que l'on mesurera la contribution de chacun à sa petite échelle à cette monstruosité qui a duré 10 ans pour Gisèle Pelicot. Mais il y a un autre problème. Les questions posées n'ont pas toutes été des plus pertinentes. Rappelez-vous l'épisode précédent. La Cour s'en est tenue à une approche psychologique et psychiatrique des accusés, sans aller chercher beaucoup plus loin. Pourtant, il y avait bien d'autres choses à interroger, notamment du côté des proches des accusés. Tu pourrais te dire qu'elles sont convoquées d'office par la justice parce qu'elles sont extrêmement à risque d'avoir été victimes. Valérie Manteau, écrivaine, autrice du livre à paraître « Entre chien et loup ». Et en fait, là, il y a un truc qui ne va pas du tout dans la façon dont on interroge ces femmes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas ça. La Cour ne cherche pas ça. Certaines d'entre elles, fait des analyses toxicologiques pour voir si elles n'avaient pas elles-mêmes subi de la soumission chimique. Bon, il faut savoir qu'il y a plein de critères qui font que tu peux ne pas retrouver si tu as les cheveux courts, si tu as les cheveux teints, si c'était il y a longtemps. Enfin voilà, tes cheveux peuvent ne pas parler là-dessus. Et quand c'est pas le cas, donc déjà tu mets les nanas dans un endroit extrêmement intimidant, elles sont debout à la barre, 51 mecs derrière, un milliard d'avocats, de trucs, et on leur demande alors parlez-nous de votre vie sexuelle. À des femmes qui sont dans des situations parfois de ne pas être capables hyper bien d'en parler. Plein de femmes qui ne parlent pas français, rien à foutre. On avait complètement oublié d'avoir des interprètes, il fallait les faire revenir, etc. Donc tout ça avec des pincettes, mais c'est même pas des pincettes, quoi. Je veux dire, c'est des moufles. Genre, votre vie sexuelle, et les femmes, elles répondent quoi ? 99% du temps, elles te disent normal, et normal, on circule. Même il y en a une, à un moment, qui raconte qu'elle a vu son mec se plonger dans l'alcool, faire une dépression extrêmement grave, qu'elle l'a porté à bout de bras, mais qu'elle savait plus quoi faire et qu'elle a été en détresse complète, quoi. Et donc, oui, elle l'a pas quitté, elle aurait peut-être dû, mais elle a mis ses gamines en danger. Enfin bref, tu sens la nana pétrie de culpabilité, elle était en larmes. La Cour lui demande, est-ce que vous-même, vous avez subi des violences pendant cette période ? Et elle répond, il y a eu des moments très compliqués. Point. Et personne ne relance. Ça fait aussi partie de l'énormissime problème de ce procès, mais de la justice, d'avoir maintenu en dehors du tribunal toute la recherche en sciences sociales. Personne ne peut ignorer qu'il se publie 4 livres par jour d'essais, de recherches, d'enquêtes, d'anthropologie, de sociologues. Il y a des milliards de ressources disponibles. Ils ne veulent rien savoir de ce qui se raconte sur les dynamiques des violences sexuelles. Et les seuls experts qui sont convoqués à la Cour, c'est des psys. Parfois super pertinents, parfois pas pertinents du tout, mais en tout cas avec une approche complètement centrée sur la psychologie de l'individu, avec des expertises foireuses parfois, par manque de temps et de moyens, mais en fait, tu vois les accusés pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tu tires de là un profil psychologique. Faut voir que certains en avaient 7, 8, 10 à expertiser autour d'une même affaire. Moi, ça m'interroge aussi. Mathilde Lévesque, professeure de lettres et autrice de Procès Mazan, une résistance à dire le viol. Donc celui qui est passé, qui a enchaîné les expertises sur 2 jours, concluant à chaque fois que l'accusé en question n'avait pas le profil d'un agresseur sexuel. Ça a quand même fait réagir la partie civile, en l'occurrence Maître Babonneau, qui, un peu irrité, a fini par dire, là on arrive au comique de répétition à ce stade. En gros, un peu de bon sens, un peu de respect. L'expert dit non, mais j'entends par là que ce n'est pas quelqu'un qui est dans la récurrence de l'agression, quelqu'un qui a le profil de prédateur permanent. Bon. Ce à quoi Maître Babonneau avait répondu, mais enfin c'est comme dans le cas d'un braquage. Est-ce que quelqu'un qui braque une fois n'en est pas pour autant braqueur ? Bon. Et la discussion s'est terminée par un acquiescement de l'expert. Moi, je pense que c'est fondamental
Marjolaine Vignola, avocate féministe. D'avoir des études sociologiques ou anthropologiques qui viennent guider dans la compréhension des rapports humains et des rapports sociaux. On a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais quand on est une femme face à un homme, il y a un rapport de force, de domination qui est en faveur de l'homme. Quand on est un homme de classe bourgeoise ou de classe dirigeante, quand on est face à une personne, à une femme qui est de classe ouvrière, là aussi il y a des rapports de force qui vont expliquer que dans certains cas, cette femme-là se retrouve dans une position où elle ne peut pas dire non. Et ça, alors, les experts psychologues peuvent venir expliquer, mais eux, ils vont partir de la personnalité de la personne victime, de la personnalité de l'auteur et des rapports interpersonnels. Là où la sociologie va nous donner un autre regard et un regard plus global sur des rapports de force et d'oppression entre diverses classes sociales. Moi, c'est des connaissances que je mobilise dans mes dossiers et je trouve que ce serait bien qu'il y ait des formations, peut-être un petit peu plus des professionnels du droit en matière de sociologie pour comprendre ces biais-là aussi. Comment ça aurait été possible de faire venir les chercheurs et chercheuses qui, moi, m'ont tellement manqué à entendre pendant ce procès Valérie Manteau, écrivaine. La Cour aurait pu les convoquer en constatant simplement son incompétence sur certains sujets. Il faut aussi voir, à la Cour, c'est 5 magistrats, donc 3 hommes, 2 femmes. Dans les 3 hommes, Roger Arata, le président de la Cour, partait à la retraite dès le prononcé du verdict, et les 2 autres hommes étaient déjà à la retraite, puisque la loi autorise des magistrats honoraires à venir siéger dans les cours criminelles. Et ça aurait pu passer inaperçu s'ils avaient été ultra informés sur certaines questions, mais là, parfois, c'était extrêmement caricatural. Enfin, il y en a un qui a posé à peu près la même question à chaque fois qu'elle se posait, et c'est la seule chose qui l'intéressait dans le procès, c'était pourquoi certains accusés n'avaient pas réussi à bander. C'est ça sa question. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... question est parfaitement inutile. Il y a de la compétence sur plein de sujets, mais ce qui est logique, enfin, je veux dire, c'est le contexte de chaque affaire, ils peuvent pas tout savoir. Mais par contre, quand tu sais que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as la possibilité de convoquer n'importe qui à la barre, vas-y. C'est dommage aussi, même en termes de pédagogie pour les accusés. Je veux dire, là, on les a, ils sont un peu obligés d'écouter ce que les gens disent, et puis il y en a plein qui ont eu peut-être une chance de réfléchir aussi. Enfin, c'est pas bien fait pour que les gens se remettent en question. Il y en a d'autres qui n'ont pas cherché à faciliter une remise en question chez les accusés. Ce sont les avocats de la défense. Évidemment, toutes et tous ne sont pas à loger à la même enseigne. Mais parmi eux, une partie très offensive, très inquisitrice, a fait beaucoup de dégâts. Alors pendant ce procès, Juliette Campion, journaliste. Il y a eu donc la ligne de défense principale qui était celle de se baser sur le côté, on savait pas, on n'avait pas compris, qu'elle n'était pas consentante, etc. Et puis, d'autres avocats ont emprunté un autre chemin, celui de montrer que Gisèle Pelicot aurait pu, par des photos, par son comportement, laisser penser qu'elle était consentante et d'accord pour tous ces actes. C'est-à-dire qu'au début du procès, 2 avocats de la défense ont demandé à ce que 27 photos intimes d'elle soient projetées, soient dévoilées, dans lesquelles on la voyait dans des tenues affriolantes, mais aussi parfois dans des positions sexuelles. Elle, Gisèle Pelicot, c'est important de le dire, ne se rappelle d'aucun de ces moments. Ce qu'on pense, en tout cas, c'est qu'elle était victime de soumission chimique et de ses effets. Donc même si elle avait les yeux ouverts et qu'elle paraissait totalement éveillée, ça n'était pas forcément le cas. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ces photos ont été projetées et l'idée, c'était de dire que si les accusés avaient pu recevoir ces photos, ça voulait dire qu'ils pouvaient avoir pensé qu'elle était d'accord, puisqu'elle était manifestement très libertine dans son comportement, très libre. Et donc ça a été un moment très difficile pour Gisèle Pelicot, qui a dit je vois bien ce qu'on essaye de faire, on essaye de me faire passer pour une femme légère, on essaye d'atteindre ma dignité. Et puis il y a eu d'autres moments, ça a été un peu plus pernicieux. Je me rappelle notamment d'une plaidoirie d'une avocate de la défense sur la fin. D'ailleurs, ça a fait sortir Gisèle Pelicot de la salle, où elle a dit on voit bien sur les vidéos, et elle fait un mouvement de bassin. Sous-entendu, mon client a pu penser qu'elle était réveillée. Voilà, ce genre de propos-là.
Et il y a aussi eu une autre avocate de la défense qui, elle, et c'est sur un autre registre, mais on est toujours sur ce côté remettre en cause la probité de la victime, a dit que Gisèle Pelicot avait finalement peu pleuré dans ce procès, n'avait pleuré selon elle, c'est pas ce que nous, journalistes, on a constaté, mais selon elle, une seule fois, c'est quand on a évoqué l'enfance de son mari. Et donc là, il s'agissait de faire penser qu'elle aurait eu beaucoup d'empathie pour Dominique Pelicot et qu'elle n'arriverait pas à se détacher de lui. Donc là, il s'agissait pas d'aller sur le plan intime, mais d'aller sur le plan moral et de dire que finalement, Gisèle Pelicot, elle était toujours amoureuse de son mari et que, lui pardonner peut-être ce qu'elle avait fait et voilà, et que c'était l'accusé et la victime qui étaient toujours main dans la main finalement tout au long de ce procès-là. Pour moi, c'est une défense machiste. Marjolaine Vignola, avocate féministe. Qui utilise des leviers sexistes et des stéréotypes sexistes, et c'est extrêmement facile de le faire parce que, malheureusement, même si de nombreux contenus et la parole féministe se libèrent et se répand un peu plus dans la société, et c'est tant mieux, on est toutes et tous traversés par des stéréotypes sexistes, et c'est hyper facile d'aller appuyer sur le bouton de la femme volage, de la femme vénale, de la femme menteuse, pour pouvoir marquer des points. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans les salles d'audience. Et c'est bien que ce pan-là de la défense pénale ait été mis au jour par ce procès, parce que ça permet aussi à monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans des tribunaux, de l'entendre et de se rendre compte à quel point cette défense, elle est à rebours de toutes les évolutions sociétales et qu'elle est délétère. Un avocat est même allé jusqu'à demander à Gisèle Pelicot: vous n'auriez pas des penchants exhibitionnistes que vous n'assumeriez pas ? Le président de la Cour aurait pu intervenir, mais il restait limité par le principe de liberté de la défense. La défense est libre, mais elle n'est pas, toute liberté n'est pas absolue. Le corollaire de la liberté de la défense, qui s'appelle aussi l'immunité judiciaire, c'est-à-dire qu'un ou une avocate ne peut pas être poursuivi pour la défense qu'il ou elle a mise en place devant un tribunal. Elle a pour corollaire la déontologie à laquelle sont astreintes les avocates et les avocats. Cette déontologie, elle nous oblige à des principes de dignité, de probité, et elle nous oblige aussi à avoir une parole qui est mesurée. Donc on ne peut pas, sous prétexte d'une défense libre, tout faire, et de n'importe quelle manière, parce que justement, on a cette déontologie qui gouverne et qui doit guider la profession. Cette déontologie doit s'appliquer même en dehors de la salle d'audience et sur les réseaux sociaux. Mais certains et certaines ne se sont pas encombrés de cette réserve. C'est un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal en bouger. Le message c'est merde. Je sors du procès Pelicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre. Et quand ils ne cherchent pas ouvertement à traîner la victime dans la boue, d'autres jouent sur les subtilités de la définition pénale du viol en s'adressant aux journalistes. Il y a viol et viol à partir du moment où effectivement il y a une intention coupable, à partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Cette tournure de phrase de Maître de Palma a provoqué un énorme tollé, tant elle détonne avec ce qui a été montré sur les vidéos, tant elle minimise la souffrance de Gisèle Pelicot. Elle pose la question complexe de l'écart entre le sens commun de ce qu'est un viol et la façon dont il est caractérisé dans la loi. On y reviendra dans le prochain épisode. Ce qui est sûr, c'est que la salle d'audience n'est pas imperméable au sexisme ordinaire.
S'il existe des pénalistes féministes, comme Marjolaine Vignola, il existe aussi des avocats à l'image de notre société misogyne. Tout récemment, les audiences du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle sur 2 femmes en ont été un nouvel exemple éclatant. C'est insupportable. Déjà, votre voix, c'est dur. Mais c'est quoi ce rire d'hystérique? Elle aime plaire. Regardez-la sur les plateaux de télé. Menteuse. Madame, je vous le dis publiquement, on ne vous croit pas. C'est comme on est pas pour la politique du pays, on n'a toujours pas voté pour eux parce que de toute façon, il y a... Et au procès Mazan, c'est hors du tribunal que ce climat sexiste a le plus sauté aux yeux de l'écrivaine Valérie Manteau. Donc cette brasserie, on déjeune, et donc la brasserie est remplie de journalistes et d'accusés, enfin en gros, comme tous les midis. Et t'as un des accusés qui déjeune avec son avocat à la table d'à côté, et l'avocat parle incroyablement fort, mais c'est-à-dire que même si on n'avait pas voulu entendre cette conversation, tout le monde bénéficiait de ce que l'avocat avait à dire à son client. Visiblement, c'était la première fois qu'il discutait un peu du dossier. On entendait très mal ce que disait l'accusé. Enfin, en tout cas, de là où j'étais, moi, je l'entendais pas parce que lui, il parlait à voix basse et discrètement parce qu'il avait sans doute conscience que c'était pas super bonne idée de hurler ça dans cet endroit. Mais l'avocat, rien à faire. Donc l'avocat répétait en tonnant. Oui, non, mais à toi, tu dis que t'as engueulé Pellico, que tu lui as dit que t'étais pas d'accord. Mais bon, le problème, c'est que sur la vidéo, on t'entend pas dire ça. Donc, comment on va faire? Parce que là, nous, notre défense, elle tient pas. Si tu dis que tu l'as dit et que sur la vidéo, on l'entend pas, tu vas passer pour un bouffon. Comment on fait? Et d'un coup, il a une idée lumineuse, il fait ah mais je sais ce qu'on va dire, c'est Pellico qui a fait la vidéo, c'est lui qui a fait le montage, c'est lui le Visconti de l'affaire, donc c'est lui, c'est son œuvre. Toi, t'étais juste hors champ, t'as été coupé au montage le moment où tu protestais et tout. Donc il est super content de ça. Là, son téléphone sonne à l'avocat. Il décroche. On bénéficie aussi de la conversation parce qu'il continue à hurler. On entend que c'est sa fille au téléphone et que visiblement la fille est en train d'organiser l'anniversaire de sa mère. Donc elle veut savoir s'il sera là, je sais pas quoi. Donc il est là, oui, ma chérie, mais ça va, l'anniversaire c'est samedi. Là, moi, je suis à Avignon, je travaille, j'ai pas le temps de te parler. Puis en même temps qu'il parle, il fait des têtes, tu sais, à son client en mode genre désolé, j'essaye d'abréger cette conversation, mais bon, désolé. Il raccroche avec sa fille. Et il dit au mec qui est en face de lui, il fait « Mais qu'est-ce qu'elles nous font chier, les gonzesses, non ?» Et là, j'avoue, c'est un peu le craquage, quoi. J'étais là, ok, en fait, on a un problème avec les mecs, on n'a clairement pas un problème qu'avec les accusés du procès, on a un problème avec les avocats, on a un problème avec tout le monde. C'est-à-dire, à quel moment t'as ce genre de complicité avec un mec qui est ton client, qui risque 20 ans de prison pour viol, là, et dont t'as vu les vidéos sur le dos de ta fille. L'ironie, c'est que toutes ces stratégies de défense outrancières, dégradantes pour Gisèle Pellico ou dénigrantes pour les accusés eux-mêmes... Mon client a le QI d'un vibromasseur, une endive en promo chez Lidl. Vous pourriez prendre cette chaise et la condamner à 18 ans, ce serait pareil. Il a le développement cognitif d'un enfant de 9 ou 10 ans. Si ça marche plutôt bien habituellement, dans les affaires de violences sexuelles avec peu de preuves, ici, face à la diffusion des vidéos, ça n'était pas du tout convaincant. Est-ce la seule ligne de défense qu'on puisse adopter dans des affaires aussi graves ? D'autres avocats, notamment maître Béatrice Zavaro, qui défendait le principal accusé, nous ont montré qu'une autre approche était possible. La particularité de cette défense, c'est qu'il me dit 2 choses. 1, je reconnais les faits. 2, elle était endormie. Elle ignorait tout de ce que je pouvais faire. Et j'ai rien à le reprocher et j'ai rien qui puisse motiver ce que j'ai fait, si ce n'est ma problématique personnelle. Elle était à une place qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle n'a pas voulu, que Dominique Pellico lui a imposée. Et je savais que je pouvais défendre Dominique Pellico sans égratigner Madame Pellico et sans porter atteinte à la dignité de la victime, quelle qu'elle soit. Ça a été ma ligne directrice dès l'entrée de ces débats, puisque je suis la seule, je crois, en toute humilité, à être allée la voir et la saluer pour me présenter à elle. Si Dominique Pellico m'avait dit, malgré les vidéos, malgré tout ce qu'on voit, malgré l'inertie de cette femme, malgré le sommeil artificiel qu'on peut distinguer chez cette femme, les ronflements qu'on entend qui sont parfaitement audibles, si Dominique Pellico m'avait dit... je reconnais pas, c'est pas des faits de viol, je lui aurais peut-être fait signer une décharge de responsabilité, c'est-à-dire que je lui aurais écrit que le chemin qu'il décidait d'adopter n'était pas le bon chemin,
que j'allais le défendre parce que mon rôle c'est de défendre, mais qu'il ne fallait pas qu'il m'en veuille si d'aventure le verdict lui était totalement défavorable ou que les débats soient totalement détestables parce qu'on était sur cette voie-là de défense. Maintenant, si on est sur des divergences terribles qui font que l'exercice professionnel n'est pas envisageable, n'est pas gérable, je préfère m'en dessaisir parce que je dis aussi souvent qu'un avocat n'est pas un béni-oui-oui du client et qu'il a un devoir de conseil et que si ce devoir de conseil est malmené parce que le client veut absolument aller sur une voie qui va lui être totalement défavorable, il est parfois souhaitable de se détacher. Sur 51 accusés, 35 ont choisi de plaider non coupable. Peut-être que certains l'ont fait à rebours des conseils de leurs avocats, et peut-être que pour d'autres, ils les ont encouragés. Qu'est-ce qui se passerait si tous les avocats de la défense conseillaient à leurs clients accusés de viol de se responsabiliser? Si les présidents de cours criminelles montaient au créneau pour bannir les saillies sexistes et les questions humiliantes? C'est pas encore dans les pratiques judiciaires, c'est pas encore dans la mentalité des juges. Marjolaine Vignola, avocate féministe. Mais petit à petit, j'espère que ça viendra parce que on a la Cour européenne des droits humains qui a des décisions où elle met en avant le fait que la procédure pénale ne doit pas induire ou doit induire le moins possible une victimisation secondaire qui consiste à revictimiser une victime lors de la procédure. Alors, on est toujours revictimisé parce que raconter, c'est revivre, qu'on doit sans cesse se replonger dans des souvenirs qu'on a envie de laisser derrière soi. Donc, il y a une part nécessaire obligatoire induite par la procédure de victimisation secondaire, mais elle doit être limitée. Et c'est le rôle, justement, des juges de la limiter. Et peut-être, dans un futur que j'espère le plus proche possible, de venir dire non, cette question, elle est indigne, elle n'est pas possible parce qu'elle induit une victimisation secondaire. Mais il faut vraiment que les mentalités évoluent, en tout cas dans le monde judiciaire, et aussi que les avocats et les avocates de partie civile se saisissent de cette question pour faire prendre conscience de la gravité de certaines questions, de la gravité de certaines pratiques, pour modifier les choses. Donc ce procès s'est achevé par le verdict qui a été rendu le 19 décembre, conformément à la date qui était attendue sur le planning prévisionnel du président. Juliette Campion, journaliste police-justice à franceinfo.fr. Au cours de ce verdict, les 51 accusés, évidemment, étaient présents dans la salle d'audience. Il y avait une pression et une couverture médiatique complètement folle. J'avais vraiment jamais vu ça et je pense pas qu'on reverra ça un jour, avec des médias qui étaient présents dès 5h du matin, 6h du matin devant les portes du tribunal, des directs, des journalistes du monde entier qui étaient là, mais vraiment du monde entier, donc la presse européenne, mais aussi japonaise, australienne, néo-zélandaise, américaine, un truc vraiment fou. Donc pour les accusés, ça a été forcément un peu compliqué. Eux arrivaient par l'entrée principale avec leur famille. C'est un moment d'émotion très fort. On n'était qu'une poignée de journalistes présents dans la salle d'audience parce qu'il n'y avait pas assez de place. Il fallait que les policiers soient là en nombre pour pouvoir éventuellement emmener les accusés qui seraient menottés à la barre, parce que c'était une possibilité. Nous, on était 5-6. Tous les autres journalistes étaient présents dans les salles de retransmission. Pour le coup, il n'y en avait pas une, mais 4. Il y avait 4 salles de retransmission mobilisées pour pouvoir accueillir non seulement les journalistes, mais aussi les proches des accusés. Tout ce petit monde-là était mélangé dans ces salles, donc il y avait beaucoup de tension. Nous, dans la salle d'audience principale, moi, je m'attendais à des tensions, peut-être même des cris, des protestations. En fait, ça a été extrêmement calme, extrêmement silencieux. C'est-à-dire qu'on a appelé chaque accusé, il a entendu la peine qui lui était infligée. Ça durait quelques secondes, il se rasseyait, un autre accusé se levait, la peine, il se rasseyait, etc., etc. Et tout ça dans un calme olympien. Les réquisitions, il faut savoir qu'elles étaient très
assez sévère, il faut bien le dire, puisque la réquisition la plus basse était de 10 ans, et puis ça s'échelonnait jusqu'à 20 ans pour Dominique Pellicot, mais 17 ans pour les autres accusés. Et en fait, les peines ont été en dessous des réquisitions, nettement en dessous même. Et donc je pense que ça a participé à ce que finalement ces peines soient globalement acceptées, en tout cas en apparence. Il n'y a pas eu de protestation là comme ça. Et même quand on a interrogé les avocats dans la foulée, ils avaient l'air globalement satisfaits de ces peines-là. Ils ont estimé qu'il y avait une individualisation des peines, qu'on avait pris en compte le parcours de leurs clients, leur défense aussi à la barre. Voilà, donc ces peines ont été rendus. Il n'y a pas eu ils n'ont pas été menottés à la barre. Chaque accusé est sorti par une espèce de sortie un peu annexe au fond de la salle, et c'est là qu'ils ont été emmenés en fait en détention. Donc il y a eu de la prison ferme pour une grande partie d'entre eux, du sursis pour d'autres. Je pense que il y a pas de procès parfait. Il y a toujours des choses à redire. On aimerait toujours en savoir un peu plus sur tel ou tel accusé. On aimerait toujours voilà. Et il y a toujours des propos du côté de la défense qui, à mon avis, aurait pu être différent, des lignes de défense qui auraient pu être plus axées sur la personnalité du client plutôt que sur taper sur les féministes, les faire passer pour des petits garçons malheureux et incompris. Enfin, on devrait, à mon sens, en 2024, on devrait plus défendre comme ça des accusés de violences sexuelles. Après, il y a un truc tellement particulier dans ce procès, c'est la preuve, et c'est ce que beaucoup de victimes n'ont pas. Là, il y a des preuves, mais éclatantes, en nombre incalculable quasiment. Et donc, évidemment, la parole de la victime est quand même beaucoup plus forte à l'aune de ça. Et évidemment que beaucoup de victimes qui m'ont contactée m'ont dit « oui, Gisèle Pellicot, c'est la victime parfaite. Nous, on aimerait bien être cette victime-là, entre guillemets. Pas dans le sens où elles auraient voulu vivre ça, mais dans le sens où elles voudraient, elles aussi, avoir des preuves. » Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, le procès est assez satisfaisant parce que tous ont été condamnés à différentes hauteurs, mais enfin, aucun ne ressort en étant considéré innocent, malgré le fait que beaucoup d'avocats avaient demandé à ce qu'il soit acquitté. Donc, de cet aspect-là, on peut dire que le procès était satisfaisant. Après, il y a un autre aspect, moi, que je trouve quand même frustrant pour la justice, c'est le manque de temps. C'est-à-dire qu'on peut se dire que 3 mois et demi, c'est très long. En réalité, c'est assez court quand on voit le nombre d'accusés. Un procès pour viol en France, quand le viol, on va dire qu'il est reconnu, c'est en moyenne 3 jours, parfois même 4 jours. Là, on avait 4 jours du lundi au jeudi pour faire 7 accusés, pour passer en revue leur enfance, leur adolescence, leur version, faire la contre-version de Dominique Pellicot. Enfin, c'était quand même au pas de charge, et je trouve qu'on a manqué de temps, malheureusement. Donc non, le procès des viols de Mazan n'est pas parfait. Je pense qu'il n'y a pas de procès parfait. Mais la preuve était là, et ça, déjà, c'était très fort. Six condamnés sont ressortis libres. Ils avaient déjà fait de la détention préventive, et plutôt que de passer les quelques mois qu'il leur restait en prison, ils ont bénéficié d'un aménagement de peine. Autour de moi, j'ai vu plein de femmes, elles-mêmes victimes de violences, s'insurger contre ce verdict tellement inférieur aux réquisitions. Pas forcément parce qu'elles sont contre l'individualisation des peines, mais parce qu'elles y ont vu un énième symbole d'une justice patriarcale, qui n'en a rien à foutre des conséquences de la violence masculine sur la vie des survivantes et de celles qui ne sont plus là pour en témoigner. Elles qui n'ont même pas eu droit à un procès, elles ont pris ça comme un nouveau crachat au visage. L'institution judiciaire elle-même n'est pas exempte de violences sexistes et sexuelles. En 2024, le syndicat de la magistrature publiait une étude qui met au jour un sexisme systémique et une inertie collective de la profession face à ce phénomène. Comment juger correctement ces violences si dans ses propres rangs, rien n'est fait pour les endiguer ? Au-delà des biais sexistes, les manquements de la police et de la justice prennent source à un niveau très matériel. Manque de temps, manque d'effectifs pour former tous les agents à l'accueil des victimes, pour mener les investigations jusqu'au bout, pour accompagner les plaignantes à chaque étape de la procédure, pour mener les audiences dans de bonnes conditions. À chaque maillon de la chaîne pénale,
il n'y a pas assez de moyens pour traiter les affaires de violences sexuelles correctement. Selon la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, notre ministère de la Justice est loin d'être le mieux doté du continent. La France dépense 77,20 € par an et par habitant pour financer son système judiciaire. C'est nettement moins qu'en Allemagne, qui dépense 136,10 € par habitant, moins qu'en Belgique, en Italie et en Espagne, par exemple. Pour Gisèle Pelicot, ça n'est pas encore terminé. À l'automne 2025, un procès en appel aura lieu pour 10 accusés, cette fois-ci devant un jury populaire, c'est-à-dire des jurés non professionnels. En attendant, ces accusés restent présumés innocents aux yeux de la loi. Et après, qu'est-ce qui se passera pour elle ? Même si tous finissent par être définitivement condamnés, est-ce que ça suffira pour la réparer ? Qu'est-ce qui est mis en place en prison et en dehors pour que ces hommes qui se sont rendus au domicile des Pelicot à Mazan mesurent les conséquences de leurs actes ? Pour faire en sorte qu'ils ne recommencent plus jamais. Et pour toutes les autres, celles qui ne remplissent pas les critères de la victime parfaite, celles qui voient leurs plaintes classées sans suite, les poursuites abandonnées, les accusés acquittés. Et puis pour les 90% des victimes qui ne déposent pas plainte. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la prise en charge des affaires de violences sexistes et sexuelles plus efficace, même au-delà de la justice pénale ? C'est tout ce qu'on va explorer dans le dernier épisode d'Après Mazan. À suivre dans Les couilles sur la table.